Salut, bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast. Je m'appelle André et voilà, on va essayer de discuter. Le premier podcast avait été fait avec des Valères et c'était plutôt un succès. On avait parlé du parcours de des Valères, du Cameroun en passant par l'île Maurice jusqu'ici en France. Ce soir, on va parler de mon parcours à moi. J'aurais bien pu me faire interviewer par quelqu'un, mais je pense que voilà, je suis la personne la mieux placée pour faire ma propre interview parce que je connais bien mon parcours et je pense que j'ai un certain nombre de choses que je veux faire ressortir, que je pense qui va résonner dans les oreilles de ceux qui écoutent de la manière dont je veux que cela résonne. Donc, on va commencer cette interview par ma présentation. Je m'appelle Kemtsok Fomena Landry, ça c'est tout mon nom. Mais j'aime bien quand on m'appelle Landry Fomena, parce que Fomena c'est le nom de mon père et c'est le nom avec lequel j'ai grandi. Ça représente beaucoup pour moi, ça représente beaucoup d'abnégation, beaucoup de charisme, beaucoup de confiance en soi, qui sont des valeurs qui m'ont été transmises par mon père. Ceci fait partie de la vaste éducation qu'il m'a donnée. Maintenant, mon parcours académique il est assez classique. J'ai fait le lycée à Berthois. Parce que Berthois n'avait pas d'université, j'étais obligé d'aller faire l'université à Yaoundé. J'ai fait Ngoïkélé, comme beaucoup de personnes qui ont vécu au Cameroun. J'ai fait informatique en Ngoïkélé, la filière ICT for Development, la filière professionnelle. Donc, de base, je ne suis pas un scientifique dans l'âme, parce que quand je fais Ngoïkélé, je m'oriente en informatique un peu par défaut parce que quand je sors du lycée, j'ai un bac C, certes, un bac équivalent de ce qu'est un bac S ici en France, mais je ne suis pas fort en mathématiques, je ne suis pas fort en physique, je ne suis pas fort en chimie. Du coup, je peux faire aucune de ces filières-là. Je suis obligé de m'orienter vers une filière qui rebat un peu les cartes. Et à l'époque, il y avait la jeune filière en informatique qui était assez jeune comparée aux autres filières et qui était accessible et qui rebattait aussi les cartes pour me permettre d'être au même niveau que tout le monde. En gros, je devais partir dans une filière où tout le monde est à zéro, parce que moi j'étais vraiment à zéro quand je passe le bac. Du coup, je décide donc de faire ICT. Je fais 3 ans. Au bout de 3 ans, je sors avec une licence professionnelle en informatique. En gros, c'est tout. C'est tout pour mon cursus académique, rien à rajouter de plus. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans mon parcours en tant que développeur, parce que en tant que développeur, je commence véritablement ma carrière à partir du niveau 2. Quand je suis au niveau 2, je suis tombé amoureux d'une fille, Manuela, Manu. Elle était la plus belle de notre promo, elle était vraiment jolie. Et ce qui s'est passé avec Manu, c'est qu'elle était tellement jolie et qu'elle me semblait être inaccessible. Inaccessible parce que, voilà, je me disais, ça c'est une fille qui est destinée aux hommes qui ont de l'argent pour pouvoir s'occuper d'elle. Et moi à l'époque, je n'avais pas d'argent, je reposais uniquement sur les sous que ma mère pouvait bien me donner pour survivre. Donc c'était impossible pour moi d'utiliser ça pour m'occuper d'une fille. Donc je me suis dit, écoute, si tu veux espérer avoir une fille dans ta vie, une fille qui te plaît, tu dois bosser. Tu dois bosser et pas que chercher l'argent, parce que c'est vrai que l'argent plaît aux femmes, mais
il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'éducation, les manières. Donc, j'ai essayé de grandir pour pouvoir être l'homme qu'il faut pour la femme que je pensais qu'il me fallait. Ou encore être l'homme qu'il faut dans le futur pour la femme que je pense qu'il me faut en fait. Donc j'ai appris un métier de développement, j'ai appris à me cultiver, j'ai appris à avoir une certaine sensibilité parce que les personnes en général n'ont pas les mêmes sensibilités. Les femmes n'ont pas les mêmes sensibilités que les hommes, elles n'ont pas la même charge mentale. Donc j'ai aussi appris à comprendre les femmes, j'ai appris à être ouvert d'esprit, à comprendre les orientations sexuelles des uns et des autres, à savoir que les femmes peuvent décider d'être homo, les hommes aussi, les femmes peuvent décider d'aimer les hommes et les femmes peuvent décider d'aimer que les femmes, et les hommes aussi. Donc j'ai appris à être ouvert d'esprit, à comprendre les gens, à essayer de mieux communiquer avec eux, à me mettre à leur place pour me dire écoute, voilà, si je veux avoir la femme que je veux, faudrait que je sois l'homme que cette femme veut pour que ça puisse matcher. Et l'homme aujourd'hui que la plupart des femmes veulent n'est plus seulement l'homme comme dans le passé qui va aller faire la chasse, la cueillette et ramener la bouffe à la maison. Non. C'est aussi un homme qui va écouter la femme, qui va la comprendre, qui va l'accompagner au quotidien à supporter sa charge mentale à elle. Du coup, à côté de mon métier de développeur, j'ai appris à être un homme complet. Donc c'est un peu comme ça que je choisis de grandir en tant que personne, de devenir une personne meilleure, de devenir un homme ouvert d'esprit et de devenir un homme cultivé. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui je vis en France, mais voilà, j'ai pas toujours compris la culture française. Certes, j'ai grandi dans une sorte de culture française, une culture française à l'africaine, parce que faut dire quand même que moi j'ai pas grandi avec CNN, non, j'ai grandi avec RFI, j'ai grandi avec Canal+, j'ai grandi avec TV5 Monde, donc j'ai grandi dans une certaine culture francophone. Au-delà du fait que je sois camerounais, j'ai grandi avec une culture francophone. Je sais ce que c'est qu'une baguette. Avant même que je me pointe en France, je savais qu'il y avait la France métropolitaine et la France d'outre-mer. Je savais que voilà, il y a même Paris, tu as la région parisienne et puis maintenant tu as la ville de Paris. Donc c'est une culture avec laquelle j'ai grandi malgré moi, du fait du passif historique de notre pays, de nos pays africains. Mais voilà, c'est des choses qu'il fallait quand même connaître et maîtriser pour pouvoir être l'homme idéal pour la femme que j'estimais être idéale pour moi. Donc c'est comme ça que je choisis de devenir développeur, parce que c'est un métier qui est plus ou moins accessible. C'est un métier dans lequel tu n'as pas besoin d'être l'enfant de quelqu'un pour pouvoir performer. Parce qu'au Cameroun à l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui, il faut être l'enfant de quelqu'un pour pouvoir performer, pour pouvoir atteindre un certain sommet dans certains métiers ou voilà, dans certaines disciplines. Par exemple, pour entrer à l'école normale d'administration et de magistrature suprême, comme nationale d'administration et de magistrature, tu peux pas te lever comme ça et tu dis je vais aller faire l'ENAM. C'est impossible. Tu dois être quelqu'un, sinon tu rentres pas. C'est comme ça. Il y a des exceptions, c'est sûr. Il y a des gens qui connaissent personne, ils sont rentrés, mais c'est rare quand même. Moi, j'avais besoin de quelque chose où la barrière à entrer n'est pas trop haute, voire inexistante. Et pour moi, c'était que le développement.
J'ai commencé ma carrière de développeur en 2010, un peu avant 2018 ou 2017, quand j'étais au niveau 2. J'ai commencé mon premier job, on me payait 15 000 francs par mois. Les 15 000 francs, c'est l'équivalent de quoi? 25 euros, 30 euros, par là. Donc on me payait 15 000 francs par mois, c'était l'argent de taxi pour aller bosser, quoi. Donc tu bosses pour avoir l'argent de taxi pour aller bosser. Après, 15 000 c'était 30 000, et après 30 000, 50 000, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, et c'était pas simple au départ, et jusqu'aujourd'hui c'est pas simple, mais c'est pas les mêmes challenges, c'est pas les mêmes difficultés. La suite de ma carrière démarre vraiment en fin 2017, début 2018, quand je postule pour une boîte qui s'appelle Sprint Pay par le biais d'une multinationale, le groupe Nubro, qui avait besoin d'un développeur Java senior. Moi, à l'époque, j'étais pas développeur Java senior, j'étais développeur Spring Boot senior. Ça faisait à peine 6 mois que je faisais du développement Spring Boot, et j'avais même pas vu la mention en fait. Moi, j'ai juste postulé pour postuler, et j'ai été retenu parmi les profils. Je suis parti passer l'entretien, 6 mois de Spring. J'ai passé l'entretien et j'étais en face de 5 personnes. Faut dire qu'à l'époque, quand je faisais du développement Java, j'avais beaucoup appris la théorie du développement Java backend. Donc tout ce qui est Spring, tout ce qui est Starter, tout ce qui est avantage, différence entre Spring Framework et Spring Boot, tout ce qui est utilisation des starters, avantage de l'utilisation des starters, ça je comprenais absolument. Et il y avait un outil que j'utilisais à l'époque pour générer des projets Spring qui s'appelait Spring Raw, et qu'après il fallait juste paramétrer pour bootstrapper son développement, que j'utilisais. Donc j'ai passé l'entretien seul contre 5. À l'époque, j'avais même pas encore 21 ans, je crois que j'avais 20 ans par là. L'entretien il était totalement en anglais, parce que le DSI de la boîte faisait partie des interviewers. Il y avait le DSI du groupe et le PDG de la boîte qui était parmi les interviewers. Et moi, j'étais là. Le DSI, c'était un Indien. Il ne parlait pas français. Il parlait que anglais. Et moi, je parlais très bien anglais. Et je parle toujours très bien anglais à l'époque. Donc tout l'entretien s'est passé en anglais. Et du coup, à la fin de l'entretien, on me demande... à la fin de l'entretien, je me souviens, on m'a posé 2 questions. La première question, où est-ce que tu as appris l'anglais? J'ai répondu que à l'école. J'ai fait tous mes cours d'anglais de la CIL jusqu'à la dernière année université sans jamais manquer un cours d'anglais. Ils étaient totalement impressionnés parce que j'avais un tel niveau d'anglais. Le Cameroun est un pays bilingue, mais la plupart des gens parlent français et la plupart des francophones ne parlent pas bien anglais. Il me dit, on dirait qu'on n'est pas allé à la même école. Je lui dis ça, c'est sûr. Après, il m'a posé la question de savoir c'est quoi mes prétentions salariales. Et je me souviens quand j'apprenais encore vraiment le métier, quand j'étais vraiment novice, j'ai travaillé avec un monsieur ACMB, qui me disait toujours: je ne peux pas vous payer pour ce que vous faites aujourd'hui, parce que j'estime qu'on ne peut pas payer quelqu'un pour ce qu'il fait. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit: je
pense qu'on ne peut pas payer quelqu'un pour le travail qu'il fait. J'ai regardé le DSI, j'ai regardé le PDG, je lui ai dit, le travail que vous faites aujourd'hui, aucun salaire ne peut le combler. Je pense qu'on peut juste vous empêcher de mourir pendant que vous faites votre travail. Et aujourd'hui, je cherche juste un boulot qui va me permettre d'en vivre. C'est tout. Ils étaient impressionnés par ma réponse. Ils m'ont dit, c'est bon, réponds plus. On va voir ce qu'on va te donner. Il faut dire qu'à l'époque, je touchais 30 000 francs par mois. Et le jour où on m'a appelé, on m'a dit, tu as eu le job, va signer ton contrat. J'ai rencontré les RH, on m'a fait une proposition salariale de 300 000 francs par mois. C'est l'équivalent de 10 fois ce que je touchais en tant que développeur stagiaire chez eux, dans la petite boîte où j'étais. Et là, c'était vraiment le début. J'ai fait une année là-bas, ça s'est très bien passé. Au bout d'une année, je suis parti parce que je me suis dit que voilà, il y a des bases que je n'avais pas forcément et qu'il fallait que j'aille chercher dans une start-up. Donc je suis parti dans une petite start-up, toucher 70 000 francs le mois. Juste parce que j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de réapprendre les bases de ma technologie. Donc j'ai laissé un boulot où je touchais 300 000 pour aller dans une petite start-up où je touchais 70 000 parce que j'estimais que j'avais besoin de réapprendre les bases de ma technologie. Et aussi, l'environnement commençait à être toxique. J'avais besoin d'un environnement sain pour continuer de bosser. Donc, je suis parti dans la petite start-up, j'ai pris 70 000. Après, je suis parti dans une autre start-up où j'ai pris 150 000. Dans la start-up où je prenais 150 000, c'était pour moi la boîte idéale où je voulais bosser. C'était un peu comme le Barça d'été pour moi. Parce que je bossais avec les amis, je bossais avec des amis avec lesquels on était partis à l'école, on était tous dans la même boîte, on bossait tous sur un projet qui nous tenait à cœur. On a pris le projet de 0 à 1, c'est-à-dire rien, on n'avait rien, jusqu'à ce qu'on a lancé l'appli et on a eu 7000 utilisateurs. On a mis l'appli sur Play Store, on a eu 7000 utilisateurs. Chaque personne qui utilisait l'application nous disait « Waouh, vous êtes en train de faire quelque chose de magnifique ». De 0 à 7000 utilisateurs. C'est mon premier vrai succès en tant que développeur. Que tu es dans la rue, tu vois quelqu'un qui utilise l'application que tu as développée et ça lui facilite la vie de tous les jours. C'était une appli qui permettait de faire les transactions Orange Money, Intel Money, automatique sans avoir à taper les codes USSD. C'était magnifique. Quand je suis parti de là, je suis parti chez Maviance. Maviance, c'est une boîte mi-startup, mi-corporate, un peu entre les deux. À l'époque, quand je rentre chez Maviance, on me fait une proposition salariale de 300 000 francs, c'est-à-dire la proposition que j'avais dans mon premier job. Mais les 300 000 qu'on me propose chez Maviance ont beaucoup plus de valeur que les premiers 300 000 qu'on m'avait proposé dans ma première mission. Parce que là, j'ai plus vraiment ce syndrome de l'imposteur que j'avais au départ, parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Mais j'ai plus vraiment ce syndrome de l'imposteur, parce que je me dis, j'ai du background quand même. J'ai du background. J'ai travaillé chez Cola pendant 1 an et demi, voire 2 ans. J'ai pris une solution de 0 jusqu'à 7000 utilisateurs. J'ai participé au développement de l'appli step by step jusqu'à ce que l'appli devienne ce qu'elle est devenue. Donc, j'ai quand même de la légitimité. Parce que c'est ça en définitive, c'est ça la clé ou la solution du syndrome de l'imposteur. Vous n'allez pas résoudre le syndrome de l'imposteur en apprenant, non. Vous résolvez le syndrome de l'imposteur en gagnant de l'expérience, en faisant des réalisations. Donc, moi, de mon côté,
cette appli que j'avais développée, qui est passée de 0 à 7 000 utilisateurs, c'était un peu mon totem d'immunité. Que si quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que tu as fait, je pourrais lui dire, j'ai développé ça de là à là. Donc quand j'arrive chez Maviance, on a une application de 17 000 utilisateurs qui tourne. Il faut la maintenir et la faire évoluer. Je la tiens pendant 2 ans aussi. Et pendant ces 2 ans, c'est vraiment, ça tourne bien, ça marche bien. Je constitue un peu un département là-bas de développement Android, d'applications mobiles, etc. Donc voilà, ça me permet de rouler ma bosse, quoi. Ça soit encore un peu plus ma légitimité. J'ai un peu moins le syndrome de l'imposteur. Donc pourquoi je parle toujours du syndrome de l'imposteur? Parce que le syndrome de l'imposteur, ça a été quelque chose qui a drivé ma carrière un peu. Ça a été le grand mal qui a toujours été présent tout au long de ma carrière. Parce que je faut dire que j'ai pas toujours fait la même chose. J'ai touché à plusieurs sujets. Du coup, pendant une bonne période de temps, j'étais pas expert dans tous les sujets que je touchais. Et comme j'étais pas expert, je me disais toujours qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi, il y avait des gens qui étaient plus forts que moi. Du coup, j'avais toujours le syndrome de l'imposteur. Donc quand je suis en Maviance, ça fait mal ça. Quand je suis à Maviance, je reçois l'opportunité d'aller bosser chez Gozem. Donc, je suis chez Maviance et je suis 2 process de recrutement en même temps. Je suis le process de recrutement de Gozem et je suis le process de recrutement de Accenture Maurice. Donc quand je rentre, et les 2 process de recrutement, ils aboutissent en même temps, août 2022. Donc je viens voir le PDG de Maviance et je lui dis, écoute, je vais démissionner. Il me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour te retenir. Je lui parle des 2 opportunités que j'ai. Je lui dis, j'ai une opportunité chez Gozem où on me paye 700 000 francs bruts par mois et j'ai une opportunité chez Accenture à l'étranger, c'est à l'île Maurice. Il m'explique que 700 000 francs bruts au Cameroun est beaucoup mieux qu'aller travailler à l'étranger. Je pense que c'est l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre dans ma carrière et c'est l'une des décisions que j'aurai le plus de mal à évaluer à la fin de ma carrière. Parce que je dois dire qu'aujourd'hui, si j'étais resté chez Gozem, je ne serais pas au stade de ma vie où je suis actuellement. Parce que je suis sûr que je serais déjà marié, j'aurais déjà été marié, je vivrais dans un appartement beaucoup plus grand que celui-ci. Donc je serais un homme quoi, responsable, marié, voilà. Et c'est des choses qui comptent beaucoup pour moi. Mais en termes d'accomplissement sur le long terme, en the long run, je ne suis pas sûr que j'aurais été l'homme que je suis amené à devenir en tant que personne si j'étais resté chez Gozem. Donc ça sera toujours l'éternelle décision que je ne saurai jamais à la fin de ma vie si j'ai pris la bonne décision ou pas. Donc je suis parti chez Gozem, j'ai fait 1 mois chez Gozem en attendant de conclure mon voyage pour aller à l'île Maurice, et quand mes papiers sont sortis, je suis parti. Et j'ai continué quand même de bosser avec Gozem en tant que contributeur pendant 2 ans.
j'étais chez Accenture en tant que développeur à temps plein et j'étais chez Gozen aussi en tant que contributeur à temps partiel. Donc pendant 2 ans, j'ai fait ça. Quand je suis rentré chez Accenture, je suis rentré dans le projet AXA. AXA, c'est le projet, c'est la partie de ma carrière où mon syndrome de l'imposteur était vraiment à son paroxysme parce que je rentre chez Accenture en tant que développeur Java, Spring Boot Backend, mais ça fait 2 ans que j'ai pas fait ça, même 3, même 4 ans que j'ai plus fait ça à temps plein. Je le faisais à temps partiel sur des petits projets sur le côté. Je connaissais la technologie, je maîtrisais la technologie, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait à temps plein. Donc quand je rentre, je passe les entretiens bien, je les passe, je les réussis, etc. C'est un peu comme quand tu es footballeur, tu as commencé ta carrière en tant que défenseur central, ensuite on t'a repositionné au milieu de terrain, et après on te recrute dans un club, il y a pas de défenseur central, et on te remet défenseur central, donc tu dois te réadapter à ton ancien poste. Donc moi quand je rentre chez Accenture, défenseur central que je suis, mais qui a passé les 4 dernières années à jouer au milieu de terrain, je me dis, voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué je suis pas forcément à jour par rapport aux technologies comme tous les autres. Donc ça va être compliqué. Du coup, c'est là où j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais bien entouré. Je vivais à côté de Tony. Je me suis lié d'amitié avec Tony Simon Agi, l'un des meilleurs développeurs Java que je connaisse personnellement, qui m'a aidé à me remettre d'aplomb. Donc pendant les 2 ans que j'étais chez AXA, lui aussi il était chez AXA, il m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé à remonter en compétences très rapidement. Et je dois dire qu'aussi c'est l'écosystème d'Accenture qui favorisait ça parce que Accenture, ils ne vont pas laisser un de leurs consultants trimer sur la mission. Lorsque le consultant il a des difficultés, il se fait automatiquement aider par d'autres consultants qui sont aussi sur la même mission. Donc le client avait beaucoup de mal à voir les difficultés que j'avais dès le départ. Et après, avec beaucoup d'acharnement et beaucoup de détermination, j'ai pu rembler toutes mes lacunes. Donc au bout d'1 an, 6 mois, la mission ne se passe pas très bien. Je sens que mon manager il veut m'évincer. Donc je prends les devants. Je commence à chercher une opportunité de travail en France. Je secoue mon réseau. Et c'est là que je tombe sur Softeam, la boîte à laquelle je suis aujourd'hui, grâce à mon aîné Didier qui me recommande chez Softeam, et je passe les entretiens avec mon manager, mon tout premier manager Eric me prend. Quand je fais un peu les recherches chez Softeam, je vois qu'ils sont beaucoup plus, ils sont très spécialisés dans le secteur bancaire. Ils ont des clients comme Société Générale, comme BNP Paribas. Du coup, je me dis, ça c'est la boîte de service où je veux bosser. Je veux bosser pour BNP. Donc quand j'arrive chez Softeam, je suis en intercontrat. La période d'intercontrat, c'est la période où tu n'as pas forcément de mission, tu ne travailles pas chez un client, tu es en interne et tu dois te préparer pour rentrer chez un client. Donc moi j'avais déjà mon objectif en tête, je me suis dit je veux rentrer chez BNP, du coup je vais faire tout. Je me suis préparé, pendant l'intercontrat j'étais tout le temps en train de bosser, j'ai fait des coding games encore et encore. Juste pour vous dire, parce que moi je détestais les coding games. Mon premier coding game, j'ai eu moins de 10%. Mais le coding game
que je fais qui me permet de rentrer à la BNP, j'ai 70%. Java Spring Boot, Angular, Java Spring Boot, Angular, Ansible, Jenkins, etc. 70% de bonnes réponses. Vous imaginez? Non, vous n'imaginez pas. Donc pendant 1 mois et demi, je me suis préparé. Et pour finir, quand je rentre en interview avec Benjamin et Kamal, le l'ITO le plus que j'ai jamais vu, avec le tech lead le plus que j'ai jamais vu, je passe un bon entretien et je fais un coding game acceptable et ils me prennent sur la mission. C'était le jour le plus heureux de ma vie. Bon, juste après le jour où j'ai eu mon premier titre de séjour. Donc, je rentre à la BNP, ça se passe très très bien. Faut dire que moi, en tant que développeur, j'ai pas les mêmes qualités que les autres développeurs, parce que la plupart des développeurs, eux, ils se jugent beaucoup plus sur leurs hard skills. Est-ce que je sais coder ça? Est-ce que je sais coder ça? Est-ce que je sais manipuler? Est-ce que je sais manipuler tel type de données? Est-ce que je sais manipuler telle interface, telle classe spéciale? Non, moi je ne me juge pas comme ça. Moi je pense que je suis capable de tout apprendre tant que c'est technique. Donc je ne mets pas mon énergie là. Je mets mon énergie sur la rigueur. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Il faut être rigoureux. Il faut être tranchant. Je mets beaucoup d'accent sur la discipline quand je code. Il y a des principes comme les principes solides que je pratique à la lettre. Il y a des principes comme les principes de clean architecture que je pratique à la lettre. Donc, il y a tout ce qui est clean code. Ce sont des principes que j'applique aussi à la lettre. Ce qui fait que quand je code, je passe beaucoup plus de temps à faire un code propre qu'à faire un code super complexe. Et pour moi, la simplicité du code fait partie même de mes métriques quand j'évalue un bon code. Quand j'arrive sur le code, je vois qu'il est simple, je me dis, voilà, il est bien fait, il est réutilisable, il est testable, il dépend des interfaces et non pas des implémentations. Pour moi, il est bien fait. Quand tu le lis, tu le comprends, pas besoin de le truffer de commentaires. Pour moi, il est bien fait. Donc c'est ça, pour moi, qui fait que, voilà, j'ai fini par vaincre mon syndrome de l'imposteur, parce que j'ai réussi à savoir quels sont mes points forts en tant que développeur. Je les ai travaillés, retravaillés, de telle enseigne qu'à la fin, quand je rentre dans une revue de code, même si du point de vue hard skills, techniquement, je ne sais pas forcément manipuler toutes les fonctions ou les technologies ou les API que propose le langage, je sais quand c'est mal utilisé, quand une API est mal utilisée ou quand c'est bien utilisé. Je sais quand il faut utiliser des interfaces fonctionnelles ou pas. Je le sais. Et c'est ça qui fait que ma revue de code, elle est pertinente. Je prête beaucoup d'attention au métier
est-ce que je comprends ce que tu essayes de faire en tant que développeur? Quand j'ai compris ça, est-ce que les technologies que tu utilises pour résoudre le problème fonctionnel sont les technologies les mieux adaptées? Ça, j'ai réussi à dégager ça comme force tout au long de ma carrière. Et c'est globalement ça qui me permet de venir au bout de mon syndrome de l'imposteur à la fin. Donc voilà comment moi j'ai réussi à construire ma carrière. Je suis parti de Berthois pour Paris. Jamais je n'ai financé un visa. J'ai toujours voyagé dans le cadre du travail. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi parce que mes parents n'avaient pas les sous pour me dire tu iras fréquenter en France. Non. Déjà, même le simple fait de me faire aller fréquenter à Yaoundé, c'était déjà un exploit pour eux. Ils ont fait des sacrifices pour ça. Donc je me suis dit, mes parents, ils m'ont mis là. Moi, je suis obligé d'aller là. Sinon, ça ne vaut pas la peine, quoi. Et pour aller là, je peux aller que par le travail. Je ne peux pas être pistonné, impossible. De là à là, c'est que le travail. C'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, déjà que j'estime pas que je suis là, la suite c'est quoi? Déjà en tant que développeur, moi je suis comme Arsène, comme le mec là, Omar Sy. Déjà c'est mon idole, Omar Sy. Le fait de pouvoir travailler à la BNP aujourd'hui, d'avoir travaillé chez AXA, d'être passé chez Accenture et d'être aujourd'hui chez Softeam DocaPost, pour moi, c'est ça qui fait de moi un développeur. Omar Sy, lui, il a dit qu'il a commencé à se considérer comme comédien, acteur, quand il a eu le César. Moi, c'est le fait de travailler à la BNP, d'être en mission à la BNP, qui me fait me considérer comme un développeur. Et pour moi, c'est là que commence ma carrière. C'est là que commence ma carrière. Et la suite, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai une entreprise que j'ai commencée il y a de cela quelques mois au Cameroun. L'entreprise s'appelle MeloHode. Vous pouvez la retrouver tech.melohode.com. C'est un hub technologique qu'on essaye de mettre en place au Cameroun avec plusieurs pans. On fait du développement d'applications, on fait du développement d'API en mode SaaS et on fait aussi de la formation jeune. Actuellement, on lance un bootcamp qui s'appelle Tech.melohode, qui s'appelle Bootcamp Melohode 2025. Vous pouvez aller regarder, c'est sur le site tech.melohode.com, section formation. Vous allez voir que nous formons les développeurs sur une durée de 10 mois, ready to start, donc prêt à commencer. Tu t'inscris au bootcamp, au bout de 10 mois, on te promet que tu peux travailler dans n'importe quelle boîte du monde en tant que développeur. Et quand je dis n'importe quelle boîte du monde, c'est vraiment n'importe quelle boîte du monde. Parce que les développeurs qui vous forment, c'est vraiment des développeurs qui sont sur le terrain tous les jours, qui savent ce qu'il faut faire en tant que développeur. Et en termes de background, pour venir faire cette formation-là, tu n'as pas besoin de background spécial. Juste à ton bac, tu sais écrire, tu as un PC, tu sais lire, tu sais réfléchir, tu viens, tu t'inscris à la formation, tu fais la formation. Et à la fin, tu es développeur. Ouais. La formation, elle coûte 10 000 francs par mois. On s'est dit qu'on va la mettre à ce tarif-là parce que, voilà,
peut pas la mettre gratuitement parce qu'on estime que si quelqu'un veut se former gratuitement, il n'aura pas forcément l'engagement nécessaire. Il va se dire que, voilà, nous, ça nous rend service. Donc, il doit payer pour que lui, ça le concerne, ça lui permette de se sentir concerné. Elle dure 10 mois parce qu'on estime que moins de 10 mois, tu n'as pas assez de temps pour pouvoir travailler sur un projet de façon consistante et l'amener jusqu'à un certain niveau. Donc pour nous, c'est ça. Inscrivez-vous à la formation, partagez si vous avez des frères qui glandent rien à la maison, qui font rien, ou qui se cherchent professionnellement. Demandez-leur de faire la formation. Les horaires sont plutôt flexibles, nos formateurs sont flexibles. Maintenant, à part ça, qu'est-ce que je fais encore à part ça, moi j'ai besoin de devenir une célébrité. J'ai besoin de devenir une célébrité parce que j'ai beaucoup de messages à faire passer pour la jeunesse africaine en général, la jeunesse camerounaise en particulier. Parce qu'il faut dire que quand tu nais en France, tu nais ici, tu as le passeport français, tu as la nationalité française, tu vas à l'école, tu es sérieux, tu vas réussir ta vie, ça c'est sûr. Si tu nais au Cameroun, tu nais ici. Tu nais à Yaoundé, tu es là. Tu nais à Bertois, tu es là. Donc du coup, pour arriver là où le français est né, ça te prend toute une vie. 25 ans. Moi, ça m'a pris 27 ans pour arriver là, au même niveau qu'un Français qui est né. Mais sauf que quand tu arrives là, tu es au même niveau qu'un Français qui vient de naître. Tu ne peux pas te dire que tu as réussi. Parce que ton baromètre, toi et le Français, vous avez le même baromètre. C'est-à-dire que vous devez arriver au sommet de la vie. Toi, tu as travaillé 10 000 fois plus pour être là. Ça t'a pris 27 ans. Mais ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes là. Tu dois continuer d'avancer pour arriver au sommet de la pyramide. Moi, j'ai pas bossé, j'ai pas trimé pour venir en France me contenter d'avoir une maison, une voiture, une femme et 2 enfants. Non. Parce que le jour où j'ai une maison, une voiture, une femme et 2 enfants, mon CDI, j'ai mes cousins qui sont au bled, mes soeurs qui sont au bled, qui meurent de faim avec leurs gamines, dont les pères qui meurent de faim avec leurs enfants, dont les pères ont fui. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bosser pour moi, bosser pour ma famille aussi. Parce que là d'où je viens, être où je suis signifie avoir réussi. Mais si tu es le seul que les gens considèrent qu'il a réussi parce que tu manges 3 fois par jour, tu portes aussi les problèmes de tous ceux qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Donc tu dois bosser pour toi, bosser pour tous tes cousins, bosser pour tous tes neveux, bosser pour ton père, bosser pour ta mère. Et là, seulement là, quand tu auras fait tout ça et que tu auras mis toute la famille à l'abri du besoin, tu pourras être calme. Tu pourras t'asseoir et déguster. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, quand Sadio Mané il gagne des millions en Europe, il va construire des hôpitaux à Bambali. Il va construire des centres d'intégration à Bambali. Il n'oublie pas ses cousins de Bambali. Parce que tant que les gens de Bambali n'arrivent pas à s'autodéterminer, n'arrivent pas à prendre soin d'eux, santé, alimentation, épanouissement, Sadio Mané ne peut pas être tranquille. Donc, nous,
aujourd'hui, notre génération, nous qui sommes des jeunes adultes aujourd'hui, qui venons du Cameroun, du Congo, du Centrafrique, du Tchad, on est obligé d'être en France. Parce que, quoi qu'on se dise, la France a plus à nous donner que nous, on a à donner à la France. On a plus à recevoir de la France que nous, on a à donner à la France. C'est triste, mais c'est vrai. La France va plus nous apporter que nous, on va apporter à la France. Tu viens avec ton CDI, tu viens, tu travailles, avec tes diplômes, tu travailles pour une banque, tu es un numéro parmi tant d'autres. Mais grâce à l'emploi que tu as ici en France, tu arrives à prendre soin de 4-5 personnes en Afrique. Tu arrives à lancer un projet qui va permettre d'employer 50, 60, 70 personnes en Afrique. On est obligé d'être là. On est une génération sacrifiée. À aucun moment on se dira j'ai fait, ça suffit, je peux m'arrêter là. C'est impossible. Totalement impossible. Donc, aujourd'hui, moi, je pense pas que j'aurais pu faire tout ça sans le développement. C'est pour ça que je me dis toujours, le développement, ça m'a sauvé la vie. Ça a été un égalisateur pour moi par rapport à là d'où je viens, par rapport à où j'espère aller. Ça a été un égalisateur. Ça a mis toutes les pendules à l'heure pour moi vis-à-vis de la société. Ça a mis toutes les pendules à l'heure. C'est pour ça que je ne dis pas que j'aime le développement, mais je suis reconnaissant vis-à-vis du développement du code, parce que ça a mis les pendules à l'heure. C'est un peu comme le football. Le football, c'est un bon égalisateur pour tout le monde. T'es bon, tu passes, t'es pas bon, tu passes pas. C'est même encore plus rigoureux que le football, parce que le football, tu as le talent, tu as les agents et tout, mais le développement, tu n'as pas besoin des agents. Tu es bon, tu vas gagner ta vie. Tu n'es pas bon, tu ne gagnes pas ta vie. Point. Donc pour moi, c'est ça. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des gens qui veulent devenir des développeurs, demandez-leur de devenir des développeurs, surtout des gens qui vivent en Afrique subsaharienne, en Afrique noire. Devenez des développeurs, c'est très important, ça va vous permettre de gagner votre vie, je ne vous le mens pas. Donc voilà, merci.